C'est vrai que des fois on fait des transactions qui sont incroyables, c'est très rapide. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que point de vue propriétaire, du coup, c'est vrai que très souvent, il y a des propriétaires qui se disent ah, mais pourquoi je t'irais payer une commission, t'as travaillé 3 coups de téléphone et c'est fait. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que ça fait 3 ans que tu bosses dessus, mais sur les clients, pas sur l'objet. C'est vrai, après quand tu vas chez le médecin, tu souhaites pas que le traitement dure 6 mois. S'il te soigne en 15 minutes, t'es heureux et t'es prêt à payer très cher pour ça. Donc c'est un peu la même histoire. Oui, parfois on nous dit bah, c'était facile de vendre, c'était simple, j'aurais dû faire tout seul. La réalité, c'est que la plupart des clients ils comprennent quand même ce qu'on fait. Moi j'ai très rarement eu des reproches de ce type-là. Finalement, quand ils mettent en vente, les conditions elles sont fixées avec le client, on n'impose rien, on conseille, après c'est lui qui décide. Et sur le principe, si les conditions de vente sont atteintes, et qu'en plus de ça, elles sont atteintes rapidement, le client est satisfait. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Laurent Panatier de Proximo. Salut Laurent. Salut Edouard, merci de m'accueillir. Mais merci à toi de m'accueillir dans tes bureaux, tes nouveaux bureaux du coup à la Tour. T'es content d'ailleurs? Oui, on est très content, on a beaucoup de chance. Donc Tour Bel Air, un immeuble symbolique de Lausanne. Et puis on a réussi à avoir tout le 13e étage, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler dans ce lieu mythique de Lausanne. Ah, c'est grandiose ici, hein. C'est grandiose. Raconte-nous peut-être du coup, dans cet épisode, on va parler un petit peu courtage immobilier plutôt, donc oui. c'est votre spécialité. Oui. Et puis marché immobilier global. Raconte-nous déjà comment t'es tombé dans l'immobilier toi au début. Un peu par hasard, moi l'immobilier, c'est vraiment par hasard que j'y suis arrivé. J'ai eu la chance de trouver un secteur qui m'a beaucoup plu. Moi, plus jeune, ce que je voulais, c'était surtout créer une société, être indépendant, voler de mes propres ailes. Ça aurait pu être un autre secteur que l'immobilier. La chance que j'ai eue, c'est de tomber dans ce secteur qui m'est cher aujourd'hui. On a la chance de travailler avec des gens, c'est ce que je voulais aussi, le contact humain. Et puis voilà, tout simplement par hasard, comme la vie, comme c'est souvent le cas avec la vie. C'est clair. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé vraiment? Ça fait longtemps. J'ai commencé en 2010, un petit peu avant, je dirais, je faisais déjà un peu mes armes dans le secteur. Ouais. Et j'ai créé Proximo en 2010, donc il y a 13 ans maintenant. Ouais. Ok, mais t'as pas commencé par Proximo du coup? Non. Quand même. Oui, j'ai commencé par Proximo, oui, bien sûr. Ah, c'est vrai? Ouais, dans l'immobilier direct, ok. Ah ouais, bien. Et du coup, les débuts, je pense, c'était pas évident. C'était difficile, bien sûr. Moi, j'ai fait l'erreur peut-être, ou la prise de risque de me lancer sans avoir d'expérience. Alors, j'étais tout jeune. Quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, puis c'est aussi du bon. Ouais. Parce que du coup, on fonce, on crée des choses, on apprend aussi un peu sur le tas. La chance que j'ai eue, c'est d'être bien accompagné. J'ai croisé le chemin de personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris. Ouais. Des gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience. Et puis, par mimétisme, par échange interposé, tu apprends énormément. Ouais. Tu apprends aussi énormément quand tu réussis et aussi quand tu rencontres des échecs, évidemment. Donc, ça a été une vraie expérience. Maintenant, ce n'est pas forcément un parcours que je conseille parce que c'est dur quand tu commences, tu n'as pas de moyens, tu manques d'expérience, tu manques de confiance en toi. Évidemment, ça se traduit par des échecs. Et puis, c'est vrai qu'un parcours peut-être plus classique est plus conseillé que le mien. Voilà. C'est clair. Bon, après, au final, est-ce qu'il y a vraiment un parcours classique de l'entrepreneur, hein? Non, l'entrepreneur pas. Maintenant, du courtier immobilier peut-être, de faire une formation, de faire ses armes dans une agence, d'être encadré, puis peut-être ensuite de lancer sa structure. C'est un parcours peut-être un peu plus logique, que je conseillerais peut-être plus. Maintenant, la force d'apprendre sur le tas ou en tant qu'autodidacte, c'est que tu apprends aussi beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et du coup, ton expérience, elle grandit aussi de manière plus exponentielle. Tu retiens plus facilement aussi tout ce que tu vis. Donc, c'est plus intense, en fait. Donc, ça amène aussi du bon, évidemment. Ouais, bien sûr. Du coup, alors raconte-nous déjà chez Proximo maintenant ce que vous faites exactement. Nous, c'est que du courtage. Donc, on est vraiment spécialisé dans le courtage. On a fait le choix, à contrario de beaucoup d'agences qui multiplient les services immobiliers. Nous, c'est vraiment, on se consacre à ce qu'on fait de mieux. Ce qu'on fait de mieux, c'est la vente immobilière, l'achat, l'acquisition, transaction immobilière. Et on fait que ça. Donc, on n'est pas gérant, on n'est pas administrateur. On fait vraiment que du courtage. 100% de notre temps consacré à la vente immobilière. Ce qui nous permet vraiment d'avoir cette plus-value de vraiment, je dirais, être investi à 100%, à 200% dans les mandats qui nous sont confiés, sans avoir non plus de conflit d'intérêts, et puis d'être vraiment à fond avec nos clients spécialisés dans la vente immobilière. Ouais. Quand tu dis courtage, vous faites que de la résidence principalement, ou bien là c'est plus ouvert, commercial, industriel, etc. On est ouvert sur tous les secteurs liés à la vente. Okay. Donc ça nous arrive de vendre du commercial, ça nous arrive de vendre de l'industriel, de la résidence secondaire aussi. On n'a pas vraiment de limite sur le type de mandat. Maintenant, là où on va être le plus présent, ça va être la vente résidentielle, soit sur plan, soit existante. Pour des objets existants, pardon. Et c'est vrai que pourquoi c'est le gros de l'activité, parce que le gros du marché, c'est ça. Finalement, les particuliers qui nous contactent pour vendre un bien immobilier, souvent, ils sont propriétaires d'une maison, d'un appartement, et pas forcément d'une halle industrielle. Maintenant, on sait le faire, on l'a fait, on le fait régulièrement.
on n'a pas vraiment de limite par rapport au mandat. C'est vraiment la vente immobilière dans sa globalité qu'on gère ici. Ouais. Ok, excellent. Aujourd'hui, vous êtes. Le bureau principal, du coup, il est à Lausanne. Oui. Mais vous avez des bureaux un peu partout, hein, c'est juste? Oui, alors partout. On a des antennes à Neuchâtel, Fribourg. En Suisse romande. Puis, exactement. On en a un sur le Gros-de-Vaud à Échallens, puis sur Montreux également. Le siège, c'est Lausanne. Ça a toujours été notre siège historique. On a grandi à Lausanne. Moi, je suis un enfant de Lausanne, un enfant de Puy. C'est une région que je connais. Un valaisan d'origine, c'est vrai. Mais c'est une région que je connais vraiment, puis que je maîtrise. Et puis, c'est vrai le métier de l'immobilier, c'est un métier. Le métier de la vente immobilière, c'est un métier de réseau. Et indirectement, tu vas récupérer les mandats, les objets qui sont liés à ton réseau. Et ton réseau, immanquablement, il est dans un périmètre qui est lié à ta zone de résidence ou à ton vécu. Et évidemment, en portant cette société, le gros réseau, il est autour de Lausanne principalement. Je dirais Lausanne 40 km, on a une vraie forte activité. Ouais. Et maintenant, on développe sur Neuchâtel, on développe sur Fribourg. On est parfois sur le Valais également, notamment sur les stations de Verbier, Crans-Montana, où on a parfois des clients qui sont lausannois, genevois, qui possèdent des biens sur cette région. Ça nous arrive d'aller en plaine également, mais ce n'est pas un marché qu'on va prospecter, qu'on va travailler forcément en priorité. Voilà. Ok. Et du coup, quand tu as lancé Proximo, c'était parce qu'aujourd'hui, le courtage immobilier, c'est très. Si on parle plus du business Proximo, hein, c'est très, très concurrentiel. Oui, courtage, ça a toujours été. Ouais. Il y a un peu de tout et de rien. Hein, dedans, oui. C'est un peu le bordel. Mais comment t'expliques parce que même il y a 10 ans, hein, c'était concurrentiel. Bien sûr. Comment t'expliques une telle évolution chez Proximo alors qu'il y en a tellement qui ont essayé, et certainement avec plus de formation de toi à la base de l'immobilier ou plus d'expérience, et qui n'y arrivent pas, quoi. Écoute, parce que vous êtes vachement bien développé. Hein, c'est gentil. Écoute, nous, je pense que notre force, elle vient de différents axes. Le premier, c'est qu'on travaille énormément. Moi, pendant 10 ans de ma vie, j'ai quasiment pas pris de vacances. Je travaillais 6-7 jours sur 7. Donc, c'est un vrai investissement personnel dans l'activité, hein, où tu vas gagner des heures le soir, le week-end. On va vraiment s'investir à fond dans ce qu'on fait. Je crois que les clients l'ont compris. Ils reviennent aussi vers nous pour ces raisons-là, parce qu'on arrive à être ultra réactif. On peut vraiment on peut lancer une promotion sous 48 heures, on peut faire des ventes, boucler des projets en une semaine. Enfin voilà, parce qu'on a vraiment cette force de vente liée à cet investissement personnel. Ensuite, je dirais, il y a le réseau. On a tissé un fort réseau dans la région. On a vraiment un réseau aujourd'hui qui nous apporte du travail quasiment tous les jours. Donc c'est forcément des biens qui reviennent, des exclusivités, des primeurs, de la qualité au niveau des mandats. Donc ça nous aide aussi à vendre, ça nous aide aussi à nous développer indirectement. Et puis peut-être que c'est les valeurs qu'on défend. Je crois qu'on a essayé vraiment de défendre qui on est. On est des gens simples ici. On a vraiment ce rapport de proximité, d'où le nom aussi avec les gens. On est simple, les gens ils sentent pas l'arrogance qu'on trouve parfois dans des sociétés immobilières. Ils sentent vraiment ce contact humain direct avec la personne. Et puis je crois que c'est quelque chose qu'on entend souvent de nos clients. Ils sont à l'aise avec nous, ils ne se sentent pas pris pour des numéros de dossier ou je ne sais quoi. Et puis peut-être que ça apporte une qualité de service qui revient en bouche à oreille, qui revient aux clients eux-mêmes, qui revendent leurs biens quelques années après. Je pense que c'est un peu lié à tout ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes combien chez On est 14. 14. 14. En 12 courtiers, donc on a une vraie équipe de vente, un vrai ratio au niveau de l'équipe de vente. Ah ouais. Donc oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est un joli chiffre déjà. C'est vrai que ça nous apporte cette force de vente, ce qui nous permet aujourd'hui aussi de traiter le petit mandat, entre guillemets, le petit appartement isolé, comme le gros projet immobilier avec 50, 60, 80 logements. On sait le faire, de par la force de vente qu'on a mis en place. Et c'est quand, au début, du coup, quand tu as lancé Proximo, c'est quand que tu as commencé à engager des courtiers? C'était après combien de temps, d'ailleurs, le premier? Ça m'a pris plusieurs années, je pense 5 ou 6 ans. Moi, l'idée de départ, c'était vraiment de rester seul. Donc c'est vrai que le schéma, il a changé. Et moi, mon rêve, c'était d'être seul, de pouvoir travailler seul, d'avoir un peu ce concept de la liberté, de l'indépendance. C'était un rêve éveillé. Hein. Tu sais, quand tu lances un business, tu t'imagines plein de choses, tu te dis super, je vais lancer ma boîte, je pourrais faire un peu ce que je veux quand je veux. C'est complètement faux. Évidemment, tu deviens tributaire de tes clients, tu n'as pas de patron, mais tes clients t'imposent des attentes, des objectifs. Et puis c'est vrai que j'ai fait ça quelques années. Et puis on a eu j'ai réalisé pas mal de ventes, pas mal de réussites aussi dans ce qu'on entreprenait. Et puis immanquablement, le volume d'affaires il grossissait chaque année parce que les gens reviennent à toi, parlent de toi, le réseau, le bouche à oreille. Et à un moment, j'arrivais plus à tourner en fait, tout simplement. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour pouvoir garder cette qualité du service, de la réactivité. Et puis la vie elle est bien faite. J'ai des gens qui venaient à moi, qui échangeaient. On n'a jamais recruté sur annonce chez Proximo. On n'a jamais eu une annonce de recrutement. Non, jamais. Ça s'est toujours fait au réseau, ça s'est toujours fait au bouche à oreille. Je connais quelqu'un de bien, tu devrais le rencontrer, etc. Puis c'est un peu par la force des choses, par l'opportunité qui se présente à toi, qu'à un moment tu dis je vais engager cette personne, on va commencer une nouvelle aventure.
Et puis après, voilà, le volume, on ramène du volume, ça continue au fil des ans. Et puis aujourd'hui, on est une belle équipe, effectivement. Ouais, magnifique. Donc en fait, ça a commencé très doucement et après, ça a un peu, Oui. c'est devenu exponentiel. D'ailleurs, ces 3 dernières années, ça Oui, a bien et bougé. l'arrivée de mon petit frère, Sébastien, qui a fait 15 ans de banque, Ouais. lui, il a mis des années à se décider de venir me rejoindre. Je l'ai supplié, je lui ai demandé, viens, franchement, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à 100%, qui puisse s'investir autant que moi. Et c'est difficile de demander ça à un employé parce que tu as des horaires à respecter. Voilà, si tu es employé, tu fais aussi le choix d'être employé. Tu peux pas demander à quelqu'un de travailler le dimanche ou le soir à 22h, je veux dire. Ouais. Et mon petit frère pouvait apporter ça. C'est vrai que quand il m'a rejoint, ça amène énormément de choses. Ça permet vraiment d'avoir une dimension différente sur l'agence, les clients se reconnaissent aussi dans un esprit famille, etc. Et puis à partir de là, les affaires se sont développées aussi de manière exponentielle. On a eu des gros projets, on a eu la responsabilité de plusieurs grosses promotions. Il fallait des bras, il fallait des jambes, il fallait une équipe aussi plus conséquente pour absorber tout ça. Ouais. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à pas trop grossir, parce que la qualité, elle est aussi liée à justement cette proximité, à justement ce service personnalisé. Et on nous reproche souvent dans l'immobilier, souvent les gros groupes, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous en nous disant ça s'est mal passé, ils ne répondent pas, ils ne s'occupent pas de moi parce que je suis perdu au milieu d'une multitude d'employés, d'intermédiaires, d'une hiérarchie qui est des fois un peu compliquée. Et c'est vrai qu'à trop grossir, on peut aussi prendre ce risque de perdre la qualité au niveau du service, et c'est tout ce qu'on ne veut pas ici. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on atteint une taille critique, à mon avis. C'est déjà conséquent, 14, voilà, voilà, on doit aussi tenir toute cette équipe. Mais voilà, on ne veut pas perdre en qualité. C'est vraiment la priorité, c'est vraiment ça. Ok, donc les objectifs à court, moyen terme, c'est de stabiliser tout ça, plus que continuer de voilà, je pense que c'est ça, effectivement. Je pense que c'est vraiment de garder notre réputation, de conforter nos clients, voilà, de faire appel à nous et de nous faire confiance, et de garantir cette qualité de service. C'est vraiment la priorité. Ensuite, si on voit que le volume continue à augmenter, évidemment, il faudra qu'on engage, qu'on continue à engager. Ouais. Ce n'est pas la volonté première. La volonté première, c'est vraiment de continuer cette belle aventure, de faire de Proximo une marque qui soit reconnue comme étant de qualité, que les gens se sentent bien ici, et puis le reste, ça suit. Voilà, moi, je te redis, j'ai jamais fait de tableau Excel avec, tu sais, des plans d'action sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc, les choses se font d'elles-mêmes quand ça se passe bien. Donc, c'est clair. C'est un peu l'idée. Et du coup, alors aujourd'hui, dans votre, même que le domaine est très 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 concurrentiel, c'est plus facile pour vous. Enfin, c'est quoi le plus dur entre trouver maintenant pour toi les bonnes personnes? Genre, peut-être tu les as trouvées déjà, peut-être que l'équipe est super solide. Les bonnes personnes pour les postes en question, ou bien du travail directement? Parce que j'ai l'impression que du travail, vous en avez assez. On a beaucoup, donc c'est une chance, et puis on est remerciant. Hein, c'est une chance de pouvoir travailler, que les gens reviennent chez nous. Non, c'est sûr que c'est difficile d'engager des bonnes personnes, parce que le métier de courtier est particulier. Tu dois avoir une multitude de connaissances au niveau technique, au niveau pratique, au niveau feeling, au niveau adaptation. Tu dois résoudre des situations, trouver des solutions. Il n'y a pas de méthode A plus B donne C, si tu veux. Tu dois vraiment sentir un peu la vente, tu dois sentir ce que tu fais, l'opportunité qui se présente à toi. En parallèle, tu dois gérer des acheteurs, gérer des vendeurs. Il y a énormément d'émotions dans un deal immobilier. Il y a les égos qui parlent, il y a l'inquiétude, il y a est-ce que je me trompe, est-ce que je fais juste. Donc tout ça, tu dois un peu le contenir. Et puis en parallèle de ça, tu dois alimenter ton réseau, tu dois entretenir ton réseau pour que les clients t'oublient pas, qu'ils reviennent à toi, qui parlent de toi, etc. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas de la vente pure vente classique de commercial. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour ce métier. C'est pas un métier que tu apprends forcément comme ça. Il faut le vivre, il faut l'exercer, il faut s'améliorer. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui ont déjà tout ça en fait. Voilà, faut leur donner leur chance aussi, faut les encadrer, voilà. Et puis je pense qu'il y a des talents qui se découvrent, hein, comme dans tous les secteurs. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est quoi vous avez une espèce de processus de formation interne ou bien oui, pas spécialement? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je dirais que tu as des gens qui sont venus ici, qui sont formés, qui ont vraiment une expérience dans l'immobilier de plusieurs années. Mais même avec ça, tu dois les former un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on ne parle peut-être pas le même langage que la structure qu'ils ont connue avant. On n'a peut-être pas les mêmes priorités, on n'a peut-être pas les mêmes objectifs, on n'a peut-être pas les mêmes raccourcis sur certains processus. Voilà, et tout ça, tu dois le mettre un peu à ta sauce. Bien sûr. Moi, Proximo, ce qui est le plus important, et ça a toujours été le cas, c'est les valeurs qu'on défend ici. Pour moi, c'est primordial. Je veux que le client il soit à l'aise, je veux qu'il soit bien. L'éthique, c'est la priorité. On ne va pas prendre des mandats si on sent qu'il y a quelque chose de pas net. On ne va pas travailler avec des gens où on sent que ça va mal se passer. La priorité, ce n'est pas de faire une vente, c'est d'avoir des clients satisfaits et que ça se passe bien.
Puis c'est vrai que quand tu dois transmettre ça à une équipe, il faut qu'ils te rejoignent aussi sur ces valeurs et qu'ils comprennent aussi ce que tu essaies de faire ici. Ouais. Donc tu peux avoir l'expérience du courtage, mais après il faut aussi t'adapter à la société avec laquelle tu travailles. Et ça, c'est dans tous les milieux, je crois. Tu changes d'établissement bancaire, tu vas avoir une autre politique interne, un autre esprit d'entreprise, et du coup tu devras t'adapter aussi. Ouais, absolument. Ok, magnifique. C'est quoi jusqu'à aujourd'hui la vente la plus incroyable que vous avez faite chez Proximo? La plus incroyable, Ouais. je sais pas, il y en a eu plusieurs. Maintenant, moi, les ventes qui m'ont marqué, je dirais, moi, ça a toujours été une question de relations humaines. Pour moi, l'immobilier, c'est ça. Ça a toujours été une question de relations humaines. Ouais. Et je dirais, les ventes qui m'ont le plus touché, c'est quand il y a une belle histoire derrière, quand tu résous une situation. Voilà, c'est pas forcément la plus grosse maison de la région que je vais retenir. Alors oui, tu as le succès de la vente, tu dis, j'y suis arrivé. Mais je sais pas, je me souviens de deux jolies ventes que j'ai faites ces derniers mois. Une c'était c'est une dame qui m'appelle, qui me demande de mettre en vente son appartement. Elle m'appelle un jeudi soir et puis elle me challenge un petit peu. C'est un bel appartement, on est déjà à 4,5 millions, c'est déjà, voilà, c'est déjà assez. C'est une vente qui est importante. Et puis elle me challenge, elle me dit voilà, je dois partir à l'étranger un mois. Donc il faudra mettre en vente cet appartement quand je reviens, à part si vous arrivez à le vendre d'ici demain midi. Je dis écoutez madame. Essayons, on ne fait rien d'essayer. Et la chance que j'appelle 3 clients, 2 clients se déplacent, un fait une offre, il achète et le deal se fait. Et c'est vrai oui, alors il y a aussi un peu de chance dans ce qu'on fait, mais il y a surtout quelques années derrière de relations avec les clients acheteurs aussi. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce qu'elle m'a mis un peu au pari comme ça et le deal s'est fait. Une autre vente que j'ai fait récemment, c'est une jolie histoire. C'est un immeuble que je prospectais, un immeuble historique au centre-ville. Que je prospectais depuis plusieurs années. Donc, je connaissais le propriétaire, on parlait. Ouais. C'est quelqu'un qui avait de la peine à se décider. Et un jour, en fait, j'arrive plus à le joindre. Puis, en fait, la personne est décédée. Et quelques mois plus tard, j'ai sa femme qui m'appelle puis qui me dit, voilà, monsieur Panatier, mon mari, il est parti. Mais de son vivant, il avait fait un dossier pour chacune de ses affaires. Et sur son immeuble de Lausanne, il avait mis en première page, s'il m'arrive quelque chose, confie le mandat de vente à M. Panatier. Donc, après son décès, il m'a confié un mandat, j'ai réussi à vendre cet immeuble. Et c'est une belle histoire parce que c'était chargé plein d'émotions au niveau des héritiers, au niveau de la famille. Et puis il y avait ce petit clin d'œil même après, j'ai tenu ma promesse. Et moi, je vis pour ça, en fait. Je travaille pour ça. C'est ce qui me touche dans ce métier. C'est important. Ouais. C'est clair. Non, puis l'immobilier, c'est très, très. En tout cas, dans le courtage, hein, c'est. Bon, déjà, tu as contact tout le temps avec du monde, c'est clair, c'est très humain comme métier, mais c'est hyper émotionnel aussi. Oui. Et c'est compliqué, il y a un truc hyper compliqué dans le courtage, qui est l'estimation des valeurs. Oui. J'imagine que tu dois confronter ça tout le temps, où tu fais des estimations, et en soi, le propriétaire, il sait déjà dans sa tête combien ça vaut. Il croit savoir ce que ça vaut souvent. Exactement. Du moins, il a des attentes. Exactement. Maintenant, voilà, nous, on est des gens francs ici, donc c'est vrai qu'on n'est pas... Le réflexe de beaucoup d'agences, c'est de charmer le propriétaire. Et en gros, vous en voulez combien, monsieur? Ok, très bien, on va essayer. On ne sait pas, sur un malentendu, peut-être on fera une vente. Ouais. Nous, ce n'est pas du tout notre politique. On préfère refuser que de faire de mauvaises promesses aux propriétaires. Maintenant, l'immobilier, tu viens de le dire, au niveau des valeurs, ça peut fluctuer. Parce que tu peux avoir des facteurs externes qui ne seront pas maîtrisés. L'émotion, la personne qui arrive, qui a des gros moyens financiers, qui est prête à payer plus cher parce qu'elle veut absolument une situation précise. Tous ces facteurs, on doit l'intégrer aussi. Maintenant, nous, la chance qu'on a, c'est qu'au fil des ans, moi, à titre personnel, j'ai plus de 4000 estimations réalisées, actées, avec des ventes qui viennent aussi nous confirmer les prix de vente signés chez le notaire, donc les prix effectifs. Ça nous permet vraiment d'avoir un historique assez précis sur les régions qu'on pratique. Ensuite, on a des outils qui nous permettent aussi de confirmer ces valeurs. Et puis, on connaît notre marché. On ne va pas prendre des mandats dans des régions qu'on ne connaît pas. Quand on nous appelle dans une commune qu'on ne connaît pas, où on n'a pas assez d'expérience, on va à ce moment-là s'entourer d'experts qui connaissent ce micro-marché, qui vont nous conseiller, qui vont venir aussi nous aider dans cette fixation de la valeur. Maintenant, voilà, c'est sûr, il y a des propriétaires qui sont convaincus que leur maison vaut plus cher que celle de leurs voisins, qui ne sont pas toujours dans le factuel, qui sont surtout dans l'émotionnel, voire le subjectif, et c'est des fois difficile d'échanger, mais quand tu arrives avec des vrais arguments, quand tu expliques aux gens, quand tu leur prouves comment tu es arrivé à faire ton travail, la plupart des gens, ils t'écoutent et ils te font confiance. Maintenant, la chance qu'on a aussi chez Proximo, je dirais peut-être plus que chez un grand groupe, c'est que les gens, s'ils nous appellent, c'est qu'ils nous connaissent. Ils nous appellent par le réseau, ils nous font déjà confiance, si tu veux, d'une certaine manière. Donc forcément, quand on s'assoit à la table, on a peut-être plus de poids dans la discussion. Une agence qui est choisie dans l'annuaire ou qui est choisie pour une marque qui est connue au niveau de la Suisse romande,
peut-être qu'il y a moins d'échanges, il y a moins de confiance, parce que finalement, le courtier, il arrive comme un employé d'une structure, mais ils ne connaissent pas cette personne, ils n'ont pas ce rapport de confiance qui est déjà installé. Exactement. Tu n'as jamais eu ce problème d'ailleurs avec des propriétaires qui t'appelaient au début quand tu as commencé du coup à déléguer, engager, Oui. qui veulent bosser avec Laurent. Et c'est pas Laurent qui vient visiter, c'est pas Laurent qui s'occupe du dossier. T'as pas eu de problème? J'ai toujours ce problème. Encore maintenant? Oui, Ouais. bien sûr, parce qu'en fait, tu vois, le fait est que tu peux vendre une maison à un client à Lausanne, pour dire quelque chose, puis ce client, il va posséder une résidence secondaire sur le canton de Fribourg ou un chalet en Valais, et puis ce jour-là, tu lui expliqueras que tu ne seras pas la meilleure personne pour l'accompagner, parce que géographiquement, c'est pas un marché que tu connais, ou fonctionnellement, il y a les trajets, ça devient un peu compliqué. Et c'est vrai que le client, souvent, il se sent... pourquoi tu veux pas t'occuper de moi, quoi. C'est clair. Et c'est pas le message qu'on donne, c'est juste de dire j'ai une équipe, justement grâce à cette équipe, je peux t'amener des compétences d'une personne qui sera meilleure que moi. Ouais. Cette personne, je vais la chapeauter, la suivre, donc ça se passera très bien. Mais comme tu dis, c'est très émotionnel. Et puis quand tu choisis un courtier, je pense qu'il y a vraiment ce rapport du réseau, ce rapport de confiance, comme quand tu choisis un médecin, comme quand tu choisis un avocat. Ouais. Finalement, c'est pas le nombre de diplômes qu'il a qui est important, c'est vraiment la relation que tu as avec lui. Et évidemment, quand il te dit c'est pas moi qui vais m'occuper de toi, ça peut être un peu mal pris. Ouais. Et aujourd'hui, moi, j'ai tissé un réseau qui est important dans la région. Évidemment, j'ai des gens qui me rappellent, qui me disent vous avez vendu ma maison à l'époque, j'ai entendu parler de vous. Et c'est difficile parfois de déléguer parce que ça peut conduire le client à se dire il veut pas s'occuper de moi, donc je peux très bien appeler quelqu'un d'autre aussi. À ce moment-là, vu que je connaîtrais pas le courtier, je peux très bien aller ailleurs aussi. Voilà. C'est très difficile. Maintenant, souvent, ce qu'on fait chez Proximo, c'est qu'on bosse en binôme. Donc, je vais bosser avec un de mes collègues, mais je serai aussi lié à la transaction. Je vais aussi faire des visites, je vais aussi vendre. Il sera là pour m'épauler quand j'y arriverai pas. Mais je serai impliqué dans le processus, dans la négociation, dans le suivi. Alors, c'est lourd pour moi. C'est clairement des journées qui sont très longues, mais le client est satisfait. Ça reste la priorité. C'est la priorité, ouais. Et du coup, ça veut dire que tu fais encore des visites alors? Oui. Ouais. Moi, tu sais, il y a eu beaucoup de questionnements quand j'ai commencé à recruter. Parce que j'ai vu beaucoup de mes concurrents qui recrutaient et puis qui changeaient en fait leur positionnement de courtier en positionnement de manager, de directeur, qui finalement donnaient des ordres et puis misaient sur leur équipe. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment motivé. Moi, j'ai engagé parce qu'on a du volume et puis parce qu'il fallait continuer à garder cette qualité de traitement, de rapidité et autres. Et j'adore ce que je fais. Moi, j'adore être face aux clients. J'adore discuter avec les gens. J'adore écouter leur histoire. J'adore les accompagner dans ce processus d'achat ou de vente. Et pour moi, si je devais perdre ça, franchement, je crois que je perdrais vraiment tout l'intérêt que j'ai à faire ce métier. Donc moi, c'est très important de continuer à faire mes ventes. Aujourd'hui, je suis grosso modo à 50% de mon activité parce que j'ai 50% de mon temps qui va être dans la gestion, dans tout ce qui est administratif, management, etc. Mais je vais passer vraiment le plus de temps possible sur le terrain. Tous les jours, je suis sur le terrain, je fais des visites, je continue à gérer mes clients, que ce soit des petits objets, des gros deals, peu importe. C'est les clients que je suis avant de suivre l'objet. Et pour moi, c'est super précieux. Ok. Hyper intéressant ça, parce qu'à 14, je me suis dit, au final, tu gères les problèmes là maintenant. Les problèmes, et puis on essaie de trouver des solutions. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plus de... Quand tu engages, tu te dis toujours, je vais gagner du temps, parce que maintenant, j'ai des gens qui travaillent pour moi, et en fait, c'est l'inverse. Tu dois consacrer du temps à tes équipes, tu dois aussi, toi, consacrer du temps à ton activité. Et puis voilà, tu essaies de bien faire partout, donc forcément, il y a plus de sujets, et c'est forcément plus intense. Ouais. Un truc qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu gères, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps, c'est dans ces histoires d'estimation de nouveau. Oui. J'ai dans un marché que je connais absolument par cœur, j'ai fait une évaluation, quelqu'un qui potentiellement veut mettre en vente sa propriété. Et puis moi j'évalue cette propriété-là à 1,7 million. Et je connais par cœur l'endroit. Bref, j'ai fait mon brevet fédéral, mes trucs, mes calculs. Je lui ai fait un petit rapport. Ça paraissait assez. Enfin, j'étais tranquille, c'est plausible, quoi. Et là, il y a une agence qui n'est pas du tout de la place, qui ne connaît pas du tout le marché, qui fait l'évaluation. Moi, je lui dis que ça vaut 1,7 million. Et lui reçoit une évaluation à 2,2 millions. Et je dis, la différence, elle est quand même très importante, quoi. Ouais. Et malheureusement, je veux dire, quand le propriétaire voit ça, c'est forcément celui qui a mis la valeur la plus basse qui a tort. C'est en tout cas assez récurrent. Dans sa tête, en tout cas. Sûr, bien sûr. Et du coup, ça t'est forcément déjà arrivé? Toutes les semaines. Les semaines. Comment tu gères ça? Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être honnête. On le dit aux clients. Donc, on explique vraiment que probablement qu'il aura d'autres valeurs s'il appelle d'autres sociétés. Beaucoup de courtiers font aussi ce jeu de surévaluer parce qu'ils savent très bien que certains vendeurs cèdent au chant des sirènes. En gros, ils se disent pourquoi pas, je pars avec vous, c'est une promesse que vous me faites. C'est une promesse souvent qui a des conséquences, qu'on sait surévaluer. Le bien ne va pas se vendre, surtout dans un marché qui se complique un petit peu. Les gens analysent, ils vont à la banque, ils sont conseillés. Je veux dire, on n'achète pas à n'importe quel prix. Et puis c'est vrai que ça peut avoir une conséquence que l'objet perde en valeur sur le long terme, parce qu'un objet qui reste sur le marché,
c'est un objet qui lève des suspicions. Les acheteurs commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec cet objet. Peut-être même ils viennent à négocier un peu plus parce qu'ils se disent, vu qu'il n'arrive pas à vendre, peut-être je fais des offres encore plus agressives parce qu'il y a un moment donné où il faudra bien quand même céder l'objet. Ouais. Ça, c'est ses conséquences. Maintenant, il est clair qu'il y a des propriétaires qui vont se dire, et pourquoi pas, pour une différence comme celle que tu exprimes de 500 000 francs, c'est des sommes astronomiques. Donc c'est clair que peut-être, sous couvert d'un beau logo, sous couvert d'une agence implantée, le propriétaire peut se dire, j'ai quoi à perdre que d'essayer. Et c'est un réflexe qui est courant. Maintenant, moi, ce que j'essaie de dire à mes équipes et d'appliquer à moi-même, c'est quand tu as fait le travail, tu l'as bien fait, tu l'as fait avec le cœur, tu t'es renseigné, tu es encadré. Nous, les estimations ici, on les fait à plusieurs. Donc on a plusieurs avis, on va confronter l'historique de vente, on va utiliser les outils statistiques et autres. Quand tu as fait ton travail, tu l'as fait correctement, il y a un moment, si le client ne veut pas t'écouter et qu'il veut tenter un pari ailleurs, laisse-le faire. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et tu ne seras surtout pas cohérent avec ce que tu as fait si tu essayes, toi, d'inventer des valeurs ou juste pour avoir un contrat de plus. C'est pas intéressant. Maintenant, c'est récurrent. Et c'est pas toujours simple. Tout le monde y perd, malheureusement. Ouais. Théoriquement, après, l'immobilier, c'est pas. Voilà, parfois, il y a une certaine valeur que tu peux aller chercher sur le cas spécifique de l'acheteur qui vient, qui achète spécialement cette situation, qui a les moyens, etc. Mais c'est vrai que des différences à 500 000 francs sur une estimation, faudrait au minimum confronter le client et lui demander d'obtenir des explications de la part de l'autre courtier pour savoir comment il arrive à cette valeur, que ça puisse lui être expliqué, lui être prouvé. Si c'est le cas, faut le laisser faire. Si ça coince, il y a peut-être un problème déjà à ce niveau-là. Exact. Mais c'est récurrent. Tu regardes le marché, beaucoup d'objets sont surévalués. Malheureusement, des vendeurs qui sont mal conseillés. Ouais. Après, ils traînent 6 mois, 9 mois, 1 an sur le marché. Après, le prix baisse. Les acheteurs, ils se disent, OK, il a baissé une fois, je vais attendre qu'il baisse une deuxième fois. Exactement. Ils repassent 6 mois sur le marché, ils rebaissent un coup, puis après, ils se vendent après 3 ans au prix que tu avais estimé à la base. C'est possible. Ça arrive souvent, effectivement. Ça arrive souvent. Puis, évidemment, c'est pas forcément bon pour le vendeur. Maintenant, il y a des gens qui vendent et qui ont du temps. Il y a des gens qui vendent parce qu'ils doivent acheter autre chose. Et là, l'impact, il peut être compliqué. Parce que si tu ne vends pas, tu ne peux pas reporter ton achat. Du coup, tu perds ton projet de vie. Les conséquences, elles sont plus qu'économiques. Elles sont vraiment importantes. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais. Voilà. Après, je pense que si tu conseilles bien ton client, si en plus il te connaît, nous, c'est quand même assez récurrent, même quand des fois on est plus bas, que le client nous suive quand même. Voilà. D'ailleurs, en parlant de conséquences de l'immobilier, l'immobilier, ça impacte tout le monde, ça touche tout le monde à un moment donné dans la vie, même très rapidement. Et du coup, moi, j'accorde une grosse importance à la formation. Comme tu le sais, c'est pour ça aussi que je fais toutes ces vidéos et tout sur Internet. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense que le métier de l'immobilier, principalement le courtage, n'est pas assez cadré. Et je pense vraiment il se passe n'importe quoi. Et des fois, je vois des trucs qui font peur, avec des gens qui connaissent moins l'immobilier que leurs propres clients. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que tu as tout juste. Le secteur du courtage, il n'est pas légiféré. Donc, à partir de là, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme pour pratiquer. Ouais. Et évidemment, ça attire beaucoup de profils commerciaux qui ont fait un peu de vente, qui croient que peut-être on vend un appartement comme on vend une voiture d'occasion dans un garage le samedi matin. Ce n'est pas du tout la même chose. Ici, il faut des compétences. Il y a une grosse base juridique, fiscale, une base liée à l'estimation immobilière aussi. Puis après, il y a tout ce suivi qui a des conséquences. Quand tu te trompes, si tu te trompes sur une valorisation, tu peux te tromper de 200, 300 000 francs. C'est tout ce que tu fais perdre à ton client. Donc les conséquences, elles sont monstrueuses. À partir de là, c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi dans ce secteur. C'est un peu une étiquette qu'on nous colle en tant que courtier en disant « Ouais, mais vous, les courtiers, de toute façon, c'est un peu n'importe quoi. » Maintenant, quand tu arrives avec tes compétences, quand tu prouves au client ton parcours, quand tu lui expliques comment tu arrives à tes valeurs, comment tu vas faire pour vendre son objet, d'un moment, le client, il doit aussi te faire confiance. Maintenant, c'est clair que la formation, elle a une importance qui est déterminante. Les courtiers devraient être formés, devraient être plus formés. Je pense qu'il y a 2 types de formation. Il y a les brevets, celle que tu as faite, qui est capitale pour connaître la base du métier, les données techniques, les us, les coutumes. Puis après, la formation pratique. Et c'est vrai que je pense que les deux sont tout aussi importantes. Pourquoi ? Parce que le métier de la vente, tu ne peux pas l'apprendre sur les bancs d'école. Tu dois aussi pratiquer, être encadré par mimétisme. Voilà, tu es avec un courtier un peu plus expérimenté, écouter un peu comment il gère ses clients, comment il va trouver des solutions, comment il va gérer les caractères, gérer les émotions, gérer tout ce qui est autour de la vente. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que tu as beaucoup de rêveurs qui s'embarquent dans ce métier, qui font 6 mois, 1 année, 2 ans, et après, tu les vois plus. Ça, il dure pas très long. Hein. Mais oui, parce qu'ils s'imaginent tous que tu vends une maison en 2 semaines. Il y a toutes ces séries télévisées où tu vois le courtier qui sort de sa voiture, qui fait une vente en 15 minutes. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu bosses beaucoup, énormément.
Et puis que voilà, il faut tenir ton mandat, il faut arriver au bout du processus de vente et c'est pas donné à tout le monde. Donc beaucoup se désillusionnent et puis changent peut-être de voie après avoir testé le métier, ouais, c'est sûr. C'est clair. Il n'y a que toi qui arrive à appeler 3 clients et en 16 heures, c'est vendu. Non, il n'y a pas que moi. J'ai une bonne étoile. Moi, j'ai une bonne étoile. J'ai toujours eu une bonne étoile et c'est vrai que non. Après, il faut comprendre aussi que dans cet exemple, les clients qui ont acheté, c'est des gens que je suivais depuis 3 ans. Je les connaissais personnellement. Ouais. Quand ils viennent, je les ai fait venir sans même avoir de dossier de vente. Je leur ai dit, faites-moi confiance, vous me connaissez. Si je vous fais déplacer, c'est qu'il y a quelque chose. Donc tout ce rapport, tu le construis aussi au niveau des années. Tu obtiens aussi ton mandat parce que le mandant te fait confiance. Donc c'est pas juste 2 coups de téléphone, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de construit. Mais c'est vrai que dans ton exemple, ça fait des fois sourire. Et c'est vrai que des fois, on fait des transactions qui sont incroyables, où Bien sûr. c'est très rapide, où c'est voilà. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que point de vue propriétaire, du coup, c'est vrai que très souvent, ils se disent, typiquement, là, cette dame-là, dans ton histoire à toi, je sais pas comment elle l'a pris, peut-être bien, mais il y a des propriétaires qui se disent, mais pourquoi je dirais payer une commission? Tu as travaillé 3 coups de téléphone et c'est fait. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que ça fait 3 ans que tu bosses dessus, mais sur les clients, pas sur l'objet. C'est vrai. Après, quand tu vas chez le médecin, tu souhaites pas que le traitement dure 6 mois. S'il te soigne en 15 minutes, tu es heureux et tu es prêt à payer très cher pour ça. Donc, c'est un peu la même histoire. Donc, oui, parfois, on nous dit c'était facile de vendre, c'était simple, j'aurais dû faire tout seul, j'aurais dû. Oui, mais la réalité, c'est que la plupart des clients, ils comprennent quand même ce qu'on fait. Moi, j'ai très rarement eu des reproches de ce type-là. Parce que finalement, quand ils mettent en vente, les conditions, elles sont fixées avec le client. On n'impose rien, on conseille. Après, c'est lui qui décide. Et sur le principe, si les conditions de vente sont atteintes et qu'en plus de ça, elles sont atteintes rapidement, le client il est satisfait. Donc à partir de là, tout a été organisé pour que ça se passe bien. Et si ça se passe bien, il est content. Donc à partir de là, ça fonctionne. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu la remarque. Bien sûr. C'est sûr, tous les courtiers. D'un point de vue du coup professionnalisme de la formation de courtier, est-ce que tu penses que ça va, est-ce que le marché, parce que si la formation ne peut pas être obligatoire, est-ce que tu penses que le marché va de toute façon filtrer les professionnels et les non professionnels, comme par exemple le développement? Typiquement les promoteurs, moi je trouve que ça s'améliore de plus en plus et ça devient de plus en plus professionnel, même s'il y a toujours évidemment des scandales, hein. Mais je trouve que ça s'améliore de plus en plus parce que ça devient, d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique, très compliqué. Oui. Et si tu connais rien à l'immobilier, là maintenant c'est plus ou moins foutu. Tu peux pas faire un projet immobilier. C'est impossible comme promoteur. Comme courtier, c'est encore faisable un peu, mais est-ce que ça va se tendre à se professionnaliser? Écoute, moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais ça. Dans ma petite expérience, j'ai déjà vu une spécialisation du métier. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a des lois, chaque année, il y a des restrictions. Les permis de construire, aujourd'hui, tu les obtiens en 1 année, 2 ans. À l'époque, tu les obtenais en 3 mois. Ouais. Les ventes, quand un marché se tend un petit peu, ce qui est le cas aujourd'hui avec la montée des taux, évidemment, les transactions sont plus difficiles. Il y a plus de paramètres à intégrer pour pouvoir réaliser la vente. Évidemment que ça fait un tri naturel, entre guillemets, des mauvais courtiers qui vont, entre guillemets, lâcher prise au milieu du processus ou qui vont simplement pas avoir les connaissances pour y arriver. Des bons courtiers qui sauront comment faire, trouver des solutions, etc. Je dirais, dans tout marché qui se durcit un petit peu, il y a des spécialistes qui se forment, mais dans tout secteur confondu. Et je crois que la société aujourd'hui dans laquelle on vit est une société de spécialistes. Et ça va continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, un banquier, c'est plus un généraliste. À l'époque, le banquier, il te prêtait de l'argent, il te faisait l'hypothèque, il te faisait un petit peu de placement, il allait au guichet retirer de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, non. Le banquier, c'est un spécialiste en financement, c'est un spécialiste en placement. Le courtier, c'est la même chose. Le promoteur, l'exemple que tu sors, à l'époque, tu avais des promoteurs qui construisaient, achetaient, développaient, parfois ils vendaient les lots et puis te faisaient encore le financement. C'est plus possible aujourd'hui. C'est une profession à part entière, spécifique, avec toutes ces exigences. Et le courtier, c'est pareil. Je crois qu'on doit se spécialiser, on doit se former, on doit apprendre tous les jours, se former sur le marché, se former sur tout ce qu'il y a autour du marché. Et il n'y a que comme ça que tu peux vraiment réussir sur le long terme, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que ta force à toi, et ce que je trouve remarquable, c'est à quel point tu as été toujours discipliné dans le courtage. Ça veut dire, on fait du courtage, on travaille avec les promoteurs, mais on ne fait pas de promotion, on ne fait pas de gérance, on ne fait pas je sais pas, d'architecture, voilà quoi. Tu fais du courtage, point. Et ça, je trouve très très fort. Merci. Parce que je trouve que c'est souvent le problème des agences immobilières au départ qui se disent, je vais faire un peu de courtage, tout d'un coup, il y a un client qui me dit, tu peux gérer mon appartement que je mets en location. Allez, pourquoi pas? Et tu commences à faire de la gestion et après tu commences à faire tout et tu finis par rien faire. Si tu fais tout à moitié. Oui, c'est le propre de beaucoup de sociétés dans plein de secteurs, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas du gain, il faut être honnête. Quand on te propose du travail, il y a plein de sociétés qui se disent super, il y a peut-être quelque chose à gagner aussi. Sinon, on n'a jamais été attiré par ça. Proximo, c'est une belle histoire, vraiment, je tiens à ça.
Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette satisfaction. Nous, on a pris la décision de faire du courtage. On est confiant à l'idée qu'on est bon dans ce qu'on fait. On l'a prouvé, on le prouve tous les jours et on va continuer à le prouver. Maintenant, tu ne peux pas consacrer une semaine de 5 jours pour prendre un horaire classique et dire, bon, ben, lundi, je fais un peu de gérance, le mardi, j'investis un peu, le mercredi... Tu te disperses si tu fais ça. Et si tu te disperses, tu fais tout un peu à moitié. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'économiquement, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ce qu'on fait ici. Nous, on est vraiment 100% courtage. Nos clients, quand ils viennent nous voir, ils ont un vrai conseil de professionnels sur le terrain, tous les jours, qui connaissent leur marché, qui le pratiquent. Et évidemment, ça apporte de la plus-value. Et je pense que sur le long terme, on est spécialiste de la vente immobilière. Venez chez nous si vous voulez vendre votre bien et ça se passera bien. Ouais. Voilà. Et il y a des très bons gérants et il y a des très bons administrateurs. Et laissons-leur leur marché et ça se passera très bien aussi avec eux si vous avez ce besoin-là. Voilà. Exactement. Donc les clients qui viennent te demander si tu peux gérer leur immeuble, tu les recommandes vers un gérant d'immeuble. Exactement. C'est pas mon métier. Et je serais pas bon. Je saurais le faire, mais je serais pas bon. Je serais pas le meilleur. Ouais. Donc à partir de là, je vais conseiller des bons gérants par rapport aux besoins du client, par rapport à la géographie et autres. Et c'est cette personne-là qui sera sous ma recommandation à même de gérer le client. Et le client sera aussi satisfait. Il me dira, c'est super, vous m'avez conseillé quelqu'un de bien. Et souvent, tu gagnes plus en faisant ça. Tu gagnes économiquement, pas grand-chose, mais tu gagnes en rayonnement, en réputation, en satisfaction client. Et ça t'amène beaucoup plus. Et ça reviendra de ce gérant plus tard qui te donnera un mandat de vente. Peut-être, peut-être. D'un point de vue communication, cette fois, oui. Chez Proximo, vous êtes assez axé LinkedIn, je crois. Peut-être à titre personnel, oui, c'est oui. Moi, je suis pas de cette génération des réseaux sociaux. Tu sais, j'ai plus de cheveux gris que toi. Maintenant, sur le principe, c'est un peu par la force des choses. Moi, j'ai un vrai bon réseau. Et puis, mon réseau de professionnels, il n'utilise pas trop Instagram, il n'utilise pas trop Facebook, il utilise plus LinkedIn. Donc, par la force des choses, j'y suis peut-être un peu plus présent à titre personnel. Maintenant, au niveau de l'agence, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on a une belle communauté. Mais voilà, c'est peut-être plus global. C'est peut-être plus l'agence qui va mettre en avant des biens à vendre, une actualité. Voilà. Mais à titre personnel, oui, je suis plus sur LinkedIn. Tu dois te dire que je suis un taré de faire des vidéos sur Instagram. Non, je te dirais bravo parce que les jeunes, ils doivent bouger, ils doivent faire des choses. Et je trouve très bien ce que tu fais. Ah, merci beaucoup. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi. En partie. Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché maintenant, si on parle plus marché immobilier? Oui. Maintenant que tu as les mains dans le cambouis tous les jours, oui. Comment est-ce que tu vois l'évolution avec les taux inhabituels? Déjà, est-ce que tu as déjà vu maintenant une évolution par rapport à il y a 6 mois, 1 an? Oui, bien sûr. Maintenant, on sort d'un marché qui a été assez fou. Pendant 2 ans, post-Covid, le marché il a fait plus 15%, 20%. C'est des données qui sont évidemment irrationnelles et qui nous permettent d'avoir un marché qui monte avec des ventes qui sont très vite, avec une augmentation de la valeur aussi sur les biens. C'est clair que quand les taux changent, c'est un peu l'état d'esprit, le coût mensuel, le coût de ton logement augmente aussi. Évidemment, ça démotive certains, ça va calmer les ardeurs de certains investisseurs aussi. Forcément, ça freine un petit peu le marché. Moi, le sentiment que j'ai, à ma petite échelle, sur 15 ans d'activité, c'est qu'on revient peut-être un peu plus à la normale. On n'est pas sur un marché baissier, pas du tout. Les prix ne baissent pas. Les gens achètent toujours autant. Mais on est peut-être plus sur un retour à la normale. Les processus d'achat, les processus de vente prennent un petit peu plus de temps. Les valeurs doivent être un peu plus justes que dans une période un peu euphorique, post-Covid, où 50 000 francs de plus, on essaye, et puis on y arrive en plus. Ça, c'est la correction qu'on a. Maintenant, le marché, dans sa globalité, il ne change pas. On a très peu d'offres. On a beaucoup de demandes. On construit de moins en moins. C'est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire. Les communes sont de plus en plus difficiles dans les processus de mise à l'enquête, d'obtention de permis. Forcément, on a une distorsion entre la démographie, le nombre de personnes qui cherchent à se loger dans la région, et l'offre réelle qu'on peut apporter. Donc à partir de là, le marché, il tient. C'est clair. Donc malgré les taux, tu t'attends à une baisse quand même ou pas des valeurs? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura de baisse pour ces raisons que je viens d'évoquer, où il y a une distorsion entre l'offre et la demande. Par contre, il y aura peut-être plus d'exagération. Le client qui achète un bien en 2023 et puis qui le revend 100 000 francs plus cher en 2024, ça peut-être, ça appartiendra peut-être un peu au passé. Mais c'est pas plus mal. Il y a aussi cette euphorie, elle est dangereuse aussi. Au bout d'un moment, si tu as trop de prise de valeur, ça peut aussi conduire à des phénomènes de bulles, à des phénomènes de baisse de marché brutales qui sont pas bons et qui sont bonnes pour personne. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en Suisse, il y a un plafond au prix de l'immobilier, justement? Parce que
comme tu l'as dit, on a un gros problème structurel, à mon avis, fondamental, Oui. qui est qu'on a de plus en plus de monde qui arrive et on construit de moins en moins. Oui. Et en plus, on réduit le nombre de zones à bâtir. Enfin, on Oui. est vraiment en train de se fusiller la jambe avec, avec notre flingue. Du coup, c'est où la limite des prix? Est-ce qu'on dit, bon, ben, Zurich-Genève, c'est un peu la référence, puis tant que les autres sont pas à leur niveau, ça va monter, quoi. Écoute, je pense que oui, ça continuera à monter dans les régions limitrophes, c'est sûr, parce que comme tu viens de le dire, on construit peu, donc forcément il y a un renchérissement de ce qui existe. Maintenant, il faut comparer l'augmentation des prix avec les données qui font augmenter les prix. Est-ce que les salaires des gens augmentent? Est-ce qu'ils baissent? C'est clair que si les salaires viennent à baisser ou si l'inflation vient à augmenter, il y a un problème au bout d'un moment au niveau du pricing, hein, c'est sûr. Maintenant, tu peux comparer aussi le marché suisse à différents marchés à l'étranger. Moi, je suis actif en Espagne également. Je vois les mécanismes qui sont enclenchés, la différence pourtant on vend la même chose, mais la différence de fluctuation, à quoi elle peut être due, aux facteurs qui peuvent influencer. C'est clair qu'en Suisse, on est privilégié. On a une très belle région. Beaucoup de gens cherchent à habiter en Suisse. On a une démographie sur le canton de Vaud, c'est grosso modo 10 000 personnes qui arrivent par année. On ne construit pas assez. Donc forcément, il y a un renchérissement de ce qui existe. Maintenant, peut-être qu'on atteint des maximums sur certains objets. Peut-être que des maisons à 40, 50, 60 millions, au bout d'un moment, ça devient quand même très cher par rapport à une demande qui est quand même assez limitée, à une capacité d'acquisition de ces clients qui reste quand même peu nombreux. Maintenant, le logement classique, le 4 pièces et demi, la famille qui cherche à s'établir, à devenir propriétaire, tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et la capacité d'achat, elle est confirmée. Aujourd'hui, pour devenir propriétaire, les exigences au niveau bancaire, elles sont très élevées. Ouais. Mais ça veut aussi dire que les gens ont les moyens de leurs ambitions, ça veut aussi dire que c'est possible. Donc moi, je crois que ça continuera à prendre de la valeur. Je pense que les régions limitrophes, notamment avec la LAT, vont prendre de la valeur et monter, parce que forcément, il y a un moment où on ne construit pas assez, donc on se rapproche des villes et forcément, ça prend de la valeur. Après, voilà, il y a peut-être des exceptions, notamment pour le grand luxe, où il faudra être un peu prudent, ouais, c'est sûr. Tu trouves que d'un point de vue financement, on est trop strict en Suisse ou pas? Parce que moi, j'ai toujours trouvé que le système suisse, il était sain, comparé au système français, par exemple. Oui, enfin, j'ai toujours trouvé que moi, un financement à 110%, ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu mets 0 francs dans la propriété que tu achètes, c'est sûr. Sachant que la banque, au final, quand elle finance un bien, elle devient partenaire avec toi, elle devient associée, oui. Elle met plus d'argent que toi, mais de là à mettre 110% et toi 0, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Bah, tu n'as pas besoin d'avoir fait de grandes études en économie pour comprendre que le mécanisme il a ses limites. En Espagne, moi je te parlais de l'Espagne, où on vend aussi des biens immobiliers. On a connu la crise en 2007. Et clairement, les acheteurs se faisaient prêter 110, 120%. En gros, le banquier leur disait, tu achètes l'appartement, mais on achète les meubles et achète la voiture qui va avec. On te finance tout, sans apport, à peu de choses près. Donc c'est vrai que tu arrives à un schéma où quand les taux changent, ou quand il y a des remboursements ou des législations qui évoluent, évidemment, il y a un problème de fond. Les gens n'ont pas d'apport. Donc pour répondre à ta question, je pense que l'esprit suisse, le système suisse, il est très restrictif. On a parfois des aberrations, des gens qui gagnent très bien leur vie, ont des bonnes situations et qui ne peuvent pas accéder à la propriété parce que les ratios bancaires disent que c'est pas possible, alors que factuellement, c'est clairement possible et ça pose aucun souci à l'acheteur de se positionner. Maintenant, c'est les garde-fous. Ces exigences, ces restrictions, elles disent non à certains, mais elles confortent le marché, puis elles permettent aussi d'éviter ces crises qu'on a connues à l'étranger. D'ailleurs, post-Covid, on a vu les marchés fluctuer, le marché français, le marché européen globalement, américain, la Suisse, ça fait que monter. Donc c'est aussi par ces garde-fous, par ces sécurités qu'on nous impose, que ça fonctionne bien et que ça stabilise les prix et que ça stabilise le marché. Donc c'est un mal pour un bien peut-être. Voilà. Exactement. D'ailleurs, j'allais rebondir un peu sur l'Espagne parce que moi je connais pas du tout le marché immobilier espagnol, ni vraiment européen. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la Suisse. Et du coup, je dis toujours que c'est impossible de comparer les marchés immobiliers espagnols, français, américains, chinois avec le marché immobilier suisse parce que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que les prix baissent à Pékin qu'ils vont baisser à Lausanne. Ça n'a aucun sens. C'est juste. Et du coup, c'est quoi si tu devais retenir peut-être une ou deux différences principales entre le marché immobilier espagnol et suisse de ton expérience? Je sais pas, là. Comme tu viens de le dire, c'est totalement différent. Après, il y a des facteurs, il y a des mécanismes qu'on peut reconnaître. L'influence du marché étranger, par exemple. En Suisse, on a peu d'influence, à part pour les résidences secondaires, on a peu d'influence sur des acheteurs étrangers parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter. La législation ne le permet pas. En Espagne, tu peux, en tant que Suisse, en tant qu'Européen, en tant qu'étranger, tu peux acheter. Donc c'est évidemment différent parce que l'offre, elle va être influencée. Les prix vont être influencés par un pouvoir d'achat qui est différent. Quand tu as des Allemands, des Suisses, des Français qui viennent acheter en Espagne, ils payent le prix fort aussi, parce qu'ils veulent aussi de la qualité, ils ont aussi un projet qui correspond à leurs attentes. Mais évidemment, ce n'est pas le pouvoir d'achat de l'Espagnol qui vit dans la région. Voilà, c'est un peu comme ici, quand tu vas à Verbier ou Crans-Montana, tu vas avoir des pouvoirs d'achat qui sont
irrationnels qui sont très importants, mais qui ne correspondent pas au local qui habite la station, puis qui vit pour, voilà, comme un habitant. Qui habite au Chable maintenant. Exactement, voire plus bas. Et c'est vrai que sur le principe, tu peux comparer, mais ce n'est pas les mêmes mécanismes. C'est sûr. Ouais, ok. Donc c'est plutôt législatif, principalement. Ou alors, parce que le territoire, quand même, fait une différence. Oui, et puis législatif. Et puis, tu vois, quand tu es en Suisse, on parlait des permis de construire tout à l'heure, c'est difficile de construire. On est dans des toutes petites régions. L'Arc lémanique, c'est quoi? 120 km. C'est tout petit. La côte espagnole, c'est 500 km, 400 km, quelque chose comme ça. Donc évidemment, tu n'as pas le même territoire, tu n'as pas les mêmes terrains constructibles, tu n'as pas les mêmes volumes de constructibilité. Et forcément, tu n'as pas la même offre. Donc à partir de là, c'est pas comparable. Maintenant, les mécanismes sont parfois comparables. Quand tu prends un Paris, un New York, tu parlais de Pékin, je connais pas Pékin, mais sur le principe, tu restes dans des micro-marchés où c'est très serré, il y a peu d'offres, il y a beaucoup de gens qui cherchent à y investir et à y habiter. Les mécanismes sont les mêmes. Tu as une augmentation, tu as un renchérissement. Aujourd'hui, quand tu vends à New York des appartements à 50, 60 millions, on n'aurait pas atteint ces chiffres il y a 20 ans. Donc c'est un peu le même mécanisme qu'on a ici, où quand tu vends des appartements à 4, 5 millions à Lausanne, il y a 20 ans, on t'aurait jamais parié là-dessus. Donc, on retrouve un peu les mêmes automatismes. Maintenant, c'est évidemment différent. Lausanne, c'est 100 000 habitants. Paris, c'est 20 millions d'habitants. Tu ne peux pas comparer le tissu, tu ne peux pas comparer le marché de la même manière, c'est sûr. Ouais, c'est clair. J'ai vu passer d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu à New York, l'appartement le plus cher de New York qui est en vente maintenant actuellement, à 250 millions. C'est une penthouse vue sur le Central Park là, avec une terrasse de fou. J'espère qu'il y a des prestations à ce prix-là, c'est sûr. Maintenant, c'est le même mécanisme, c'est l'offre et la demande. S'ils le mettent à 250 millions et que les gens s'intéressent, c'est qu'il y a une demande qui répond à... Bon, pas sûr qu'il soit vendu. Hein. Pas sûr que ça soit vendu. C'est possible. C'est sûrement un courtier qui voulait absolument choper le mandat, qui a dit ouais, ça vaut 250 millions par là. Peut-être. Comment est-ce que tu vois l'évolution des métiers de l'immobilier avec la PropTech qui arrive, style Popetit, Usufly, voilà, des logiciels aussi qui viennent aider les promoteurs et puis les courtiers aussi, donc il y en a un peu de tout, hein, la gérance aussi. Vous utilisez aussi chez Proximo des logiciels comme ça, ou je sais pas, peut-être juste Partner, Sifi Oui, on utilise des logiciels d'évaluation pour nous conforter dans ce qu'on fait. Maintenant, ici, on est vraiment des petits artisans. On revendique vraiment cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'on n'est pas des vendeurs à grosse échelle. On travaille avec des gens qui nous font confiance. On essaye vraiment d'être dans le conseil personnalisé. Je nous compare souvent à des banquiers d'affaires, des banquiers privés. On n'est pas des généralistes. On s'occupe du client, on va comprendre ses besoins, puis on va vraiment cibler. Ces logiciels, ils nous aident à apporter des avis, des solutions, de gagner un peu de temps ou d'efficacité. Mais je ne pense pas qu'on puisse être remplacé par ces outils. Nous, en tout cas, ça ne nous a pas posé de quelconque souci, ou ces sociétés low cost, voilà, c'est pas du tout notre marché, c'est pas du tout notre clientèle. Et je crois qu'ils ont leur place pour une partie du marché qu'on touchait déjà pas, à mon avis. Les privés qui voulaient déjà pas avoir affaire à des agences, qui peut-être passaient par des solutions tierces. Mais c'est pas ce qu'on fait ici. Nous, vraiment, on est dans le conseil, l'accompagnement. On apporte de la plus-value. Vendre avec un bon courtier, c'est se décharger de beaucoup de choses, mais c'est aussi mieux vendre, économiquement, mais aussi au niveau fonctionnel. Donc voilà, nous, on est plus là-dedans. Donc je crois que c'est bien qu'il y ait ces solutions, c'est bien de les utiliser, mais c'est surtout important de se rappeler qui on est, comment on est implanté, quelle est notre clientèle et ce qu'on cherche à apporter comme solution. Oui, absolument. Peut-être un dernier petit mot pour la fin, mais est-ce que tu y crois, toi, ou tu t'intéresses à l'utilisation de la blockchain, NFT, tokenisation de l'immobilier, etc. Pour la Suisse, tu penses que ça risque d'arriver ou pas? Je ne suis pas expert, je m'intéresse, je me renseigne, mais je ne suis pas expert du sujet. Maintenant, oui, ça arrivera peut-être. Maintenant, quand je regarde d'autres secteurs en comparaison, notamment le secteur bancaire, où tu as plein de mécanismes, d'outils, finalement, les Suisses sont très conservateurs. Ils aiment le contact physique, ils aiment avoir leur conseiller en face d'eux, ils aiment discuter avec la personne. Tu sais, les banques en ligne, les solutions, ça fonctionne, mais ce n'est pas l'essor que tu peux avoir dans d'autres pays européens où clairement, alors là, ils sont réceptifs. En Suisse, on est dans l'extra-local. Quand tu es à Lausanne, tu es pas écouté à Morges. C'est de l'extra-local. Les gens ont besoin de se connaître, tu connais qui. Et ça, c'est très important. Et je crois que l'humain a toute sa place. Et l'humain compétent, le spécialiste aujourd'hui, il a vraiment un rôle à jouer. Et dans un marché qui se développe par la technologie, les gens, ils reviennent aussi à l'essentiel. Ils reviennent aussi à avoir besoin de ce contact, cette explication, de mettre un visage sur un nom, c'est important. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc à partir de là, je pense qu'on a
voilà, ça mettra peut-être du temps, ça arrivera probablement, mais on aura toujours notre place dans ce marché. Bah, c'est clair, j'en doute pas. Bon, bah, magnifique. Je suis impatient en tout cas de refaire éventuellement un épisode avec toi quand, Grand plaisir. quand vous serez 150, vous serez fait tous les étages à la tour. Peut-être un jour. En tout cas, je te souhaite une très très belle suite, une belle évolution. Merci. C'était déjà magnifique jusqu'à aujourd'hui. Et puis merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'épisode. Merci à toi, Edouard. Ciao. À très vite.